plus vite, plus fort, plus haut, c'était l'esprit des Jeux. On a parlé d'ailleurs récemment du père Henri Didon, qui a été l'inspirateur de Pierre de Coubertin pour lancer les JO de l'ère moderne. On va parler un peu des sources de l'olympisme, avec l'esprit bien sûr du sport, mais aussi les enjeux sportifs qui nous attendent pour les JO qui vont commencer le 26 juillet. Mais d'abord, les sources et l'esprit de l'olympisme avec Pascal Boniface, Gérard Regenès et François Morinière. Vous écrivez, Pascal Boniface, dans cette bande dessinée, hein, c'est Tommy qui illustre cet ouvrage paru chez Duno et qu'on va, j'allais dire, dont on va expliquer le sens quand vous dites que le mythe de l'apolitisme du sport ne résiste pas à l'examen précis du géopolitologue que vous êtes, Pascal Boniface. Donc ça, c'est pour l'ère moderne. Mais est-ce que l'ère moderne et les jeux antiques, est-ce qu'il y a quand même un trait d'union entre les deux? Est-ce que ça se retrouve? Bah oui, c'est la rivalité entre cités du temps de la Grèce antique et entre nations dans l'ère moderne. Mais c'est aussi le fait d'appartenir au même monde, le monde grec ou le monde universel, même s'il est traversé de crises. Donc dans la Grèce antique, les cités se faisaient la guerre très régulièrement. Il y avait la trêve olympique, ils appartenaient quand même au même monde, qui n'était pas celui des barbares. Là, avec les Jeux olympiques d'aujourd'hui, c'est le monde universel, à l'exclusion de ceux qui sont exclus, mais qui sont plutôt rares. Et donc il y a à la fois cette célébration de l'unité, de l'universalisme, tout en faisant une rivalité qui est organisée, qui est régulée. C'est pas la guerre, parce qu'on ne fait pas des jeux, des compétitions sportives avec des pays en dans la guerre, mais on garde cette compétition qui se fait de façon pacifique. Du temps de la guerre froide, l'Union soviétique et les États-Unis comptaient le nombre de médailles d'or qu'ils avaient chacun pour montrer que leur régime était supérieur. Et donc, voilà. Mais moi, je préfère une compétition pacifique, parce que c'est bien qu'il y ait des compétitions. Ça permet... Certains disent le sport, c'est la guerre. Non, c'est que justement, le sport permet de sublimer la rivalité en la transférant sur un champ symbolique et qui est régulé, qui est arbitré et qui est aussi pacifique. Donc il y a une dimension de civilité dans les JO. Hein. L'affrontement des cités grecques que l'on réplique entre les nations, c'est en fait un acte de civilité. C'est ça qu'il faut essayer de se représenter. Gérard Regenès. Oui, c'est-à-dire, il y a un endroit qui est très symbolique des Jeux olympiques, c'est le village olympique. Pour ceux qui ont suivi déjà des Jeux olympiques, bon, moi, ça m'est arrivé par le passé, par ma profession. Journal L'Équipe. J'ai travaillé à l'Équipe, donc j'ai suivi des Jeux olympiques. Et tous les sportifs français que j'ai pu côtoyer, qui ont participé aux Jeux olympiques, ont été fascinés, éblouis, emballés par le village olympique, largement autant que par leurs compétitions, parce que c'est un endroit où on croise... alors c'est une tour de Babel, si vous voulez, c'est une tour de Babel, mais c'est une tour de Babel en positif. Tout le monde croise tout le monde, où voilà, il y a des jeunes, ce sont généralement des jeunes, les sportifs, de plus de 200 pays. Vous vous rendez compte ce que ça signifie? C'est la plus géniale auberge de jeunesse qu'on ait jamais inventée. Et donc, ce village, pour moi, c'est le symbole des Jeux, parce que c'est là vraiment que tout le monde se croise. Après, chacun part sur ses compétitions. Alors, les rameurs, ils vont aller sur leur bassin. Les judokas, ils vont aller sur leur tatami. Et tout le monde se retrouve au village. Tout le monde a des histoires. Tous ceux qui ont participé ont des histoires de village olympique. Moi, j'ai suivi l'équipe de France de football en 1984 aux Jeux de Los Angeles. Et puis, elle a obtenu la médaille d'or. Et la compétition avait commencé sur la côte Est. Donc, il fallait déjà réussir le premier tour. Ils étaient à Annapolis, Saint-Paul, Boston, et pour avoir le droit d'aller aux Jeux olympiques. Et quand ils sont arrivés pour disputer les quarts de finale, donc en plein cœur des Jeux, là, ils étaient à l'hôtel avant. Ils sont allés au village olympique. Et dès le lendemain, je les ai croisés. C'était des histoires folles. Ils se sont retrouvés dans un dortoir à 12 à dormir sur des matelas par terre. Tout. Et ce qui, pour des sportifs professionnels, était inconcevable, devenait un objet de réjouissance. Et puis, ils croisaient les grands champions d'athlétisme, les grands champions d'autres sports. Et ils étaient fascinés, en fait, par... Le grand public ne le voit pas, ça. Non, il va voir la parade nautique, mais il ne va pas voir le village olympique. En direct des villages olympiques, ça, on ne le voit pas. Ça, c'est il n'y aura pas de caméra. Le lieu des sportifs. Non, au village olympique, il y a des lieux de prière. Il y a, bien sûr, il y a les musulmans prient, les chrétiens prient, les juifs prient. C'est un lieu tout à fait extraordinaire. Et je trouve qu'il symbolise très, très fort les Jeux olympiques, autant que les compétitions. François Morinière. C'est amusant que Gérard parle du lieu de culte, parce que vous savez qu'on s'en occupe à travers le projet Holy Games de l'Église de France. Et ce que je peux vous dire, c'est que ce lieu qui est partagé entre 5 religions, les relations sont très apaisées. Certaines religions prêtent des mètres carrés à d'autres parce qu'ils en ont besoin. Enfin voilà, là aussi, ça se passera dans l'enceinte du village olympique.
Et on est très loin des tensions qu'on voit partout dans le monde et c'est assez réjouissant. Alors l'autre symbole, Gérard parle du village. Moi, je trouve que l'autre symbole, alors qui est parfois un peu rasoir parce que c'est long, mais il faut quand même en venir à ça, c'est la cérémonie d'ouverture. Moi, je reviens à mes images d'enfance où on voit ces drapeaux qui défilent, euh, cette petite délégation avec 3 ou 4 athlètes qui viennent d'un pays inconnu des îles Pacifiques, et puis après les 400 ou 500 athlètes américains. Ces contrastes, ces couleurs, ces habits, ces drapeaux, voilà, moi je trouve que c'est aussi un moment fort. Alors on verra comment ça va se traduire ça dans la cérémonie sur la scène. Peut-être que ça sera moins visible. Alors parfois les gens râlaient parce que ça dure 1 heure, mais c'est quand même une symbolique qui est très belle de voir les petits, les grands mélangés dans un stade et demain sur la scène pour montrer que tout le monde a sa place et pour revenir à oui, plus haut, plus vite, plus fort ensemble, mais aussi participer, c'est important pour ces pays. Et c'est souvent le seul moment au monde dans l'histoire ou dans l'actualité contemporaine où ces petits pays existent. Hein, voilà, et tout d'un coup, avec des milliards de téléspectateurs, eh bien, ce drapeau d'un petit pays inconnu flotte comme le drapeau des grandes puissances. Et ça, c'est très beau. Pascal Boniface. C'est David Douillet qui disait, pour répondre à Gérard Hergès, que le village olympique, c'était un zoo humain. Parce qu'il y a non seulement toutes les nationalités, et donc toutes les couleurs, toutes les races, mais aussi tous les sports. Et donc toutes les morphologies, puisque si vous faites de la gymnastique sur barre, vous n'avez pas le même physique que vous êtes de l'haltérophilie ou du basket, etc. Et effectivement, et par rapport au mélange professionnel, parce qu'aujourd'hui, avant, il n'y avait que des amateurs. Et il y a beaucoup de sportifs, ils sont champions olympiques, ils ont du mal à joindre les deux bouts, il ne faut pas croire. Mais aujourd'hui, c'est ouvert aux professionnels. Donc, vous pouvez avoir Djokovic qui est multimillionnaire, si ce n'est milliardaire, qui croise des gens qui ont du mal à joindre les deux bouts, mais qui sont un peu tous au même endroit. Djokovic est très content d'être au village olympique à Tokyo, ce qui est un peu bizarre d'ailleurs, parce que c'est un jeu sans spectateurs. Là, il y a les spectateurs. Alors, bien sûr, il y a des délégations qui sont un peu... La délégation américaine, des basketteurs seront ailleurs, mais quand même, il y a cet universalisme du village qui est finalement très sympathique. Alors justement, j'ai quelques questions peut-être de Béotien, puisque ça vient de la Grèce, c'est l'occasion d'en parler. Est-ce que les JO au départ n'étaient pas réservés aux amateurs, précisément? Tout à fait. Coubertin était très sévère là-dessus. Et pourquoi n'y a-t-il pas des amateurs là, uniquement? Parce que à partir de 90, Samaranch a dit qu'il fallait avoir les meilleurs sportifs et que si vous ne faites que les amateurs, il y a des sports où les meilleurs ne sont pas là. Et donc, et notamment en 92, c'était le grand choc puisque la Dream Team de basket, donc les basketteurs américains qui étaient les meilleurs au monde, sont venus et avant ils étaient exclus. Alors pendant la guerre froide, ça arrangeait beaucoup les pays de l'Est que les professionnels soient exclus parce qu'eux étaient tous amateurs. Ils étaient colonels, commissaires de police. En fait, ils étaient des sportifs professionnels, mais ils étaient déguisés en fonctionnaires. Alors que, du côté États-Unis, il y avait des étudiants qui avaient un peu prolongé leurs études aussi. Chacun trichait un peu avec les règles. Et là, on dit tout le monde peut venir. Alors, il y a le grand schisme, mais ce n'est pas à Gérard Hergès que je vais l'apprendre parce que lui, spécialiste de football, c'est qu'au début, la Coupe du monde de football a été créée pour échapper à cette règle-là. Parce que seuls les amateurs pouvaient participer aux Jeux Olympiques et l'épreuve phare des Jeux Olympiques était la compétition de football. Et puis, comme les meilleurs étaient déjà professionnels, ils ne pouvaient pas y participer. On a créé la Coupe du Monde première édition en 1930 pour que les meilleurs joueurs puissent participer à l'épreuve reine. Et maintenant, dans le football, la règle, c'est des moins de 23 ans. Donc, il y a une règle pour ne pas dupliquer, disons qu'il y a une sorte de Yalta entre la Coupe du Monde et les Jeux Olympiques pour que chacun reste chez soi. Est-ce qu'il y a des sports qui ne sont pas représentés aux Jeux Olympiques? Ah bah oui, il y a le karaté. Mais sur quels critères choisit-on ou ne choisit-on pas tel ou tel sport? Parce que ça change d'une épreuve à l'autre. Alors, je ne sais pas sur quels critères. La Formule 1 n'est pas représentée, par exemple. Alors, on pourrait très bien dire, c'est pas tellement universel non plus la Formule 1. Mais il y a des grands prix de Formule 1 sur tous les continents. Oui, sur tous les continents. Mais les sportifs eux-mêmes, on ne peut pas dire qu'ils représentent l'intégralité de la Donc planète. Il faudrait imposer des critères de diversité. Non, mais il y a quelques sports comme ça qui, sans doute pour des raisons économiques ou techniques, sont pas représentés. Il y a la grande majorité des sports est représentée. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est de voir que les Jeux Olympiques s'adaptent. C'est-à-dire, remontons 20 ans en arrière et on nous dit un jour le hip-hop, le breakdance va faire partie des Jeux Olympiques. Enfin, c'est juste dément. C'est dément d'imaginer ça. Parce que limite, Mais le MMA n'en fait pas partie, par exemple. Mais pas encore.
Pas encore, mais parce que le breakdance rentre cette année. Il y a des nouveaux sports qui arrivent, mais qui en fait sont des sports contemporains, je dirais, qui correspondent mieux à la jeunesse d'aujourd'hui et donc qui l'attirent vers les Jeux Olympiques, vers l'Olympisme aussi. Il y a des gens qui vont regarder, qui n'auraient peut-être pas regardé les Jeux Olympiques et qui vont trouver ces épreuves tout à fait spectaculaires. Alors, ils évoluent, les Jeux Olympiques. Ils s'adaptent aux évolutions de nos sociétés. Quelle est la part de nouveaux sports qui sont intégrés? 5 nouveaux sports cette année. Qui ont été choisis par le comité d'organisation Paris 2024, acceptés, mais la breakdance ne sera plus à Los Angeles. Le karaté était à Tokyo, et il n'est pas là parce que, disons que l'organisateur de la compétition peut choisir 5 sports nouveaux. Le taekwondo n'existait pas avant les Jeux de Séoul, et maintenant, il est une discipline olympique. Alors, il y a des jeux qui sont très... Disons que le CIO essaye d'avoir des jeux spectaculaires, et Jean-René s'y faisait allusion, la breakdance, c'est pour que des jeunes regardent cela, parce que ça les intéresse plus que peut-être d'autres sports moins télévisuels. On sait que, par exemple, le beach volley a été fait en sorte pour qu'il soit plus visible, attirer le regard, etc. Mais le tir à l'arc, qui n'est pas du tout télévisuel... Oui, voilà, il est protégé par son statut. Il y a une épreuve qui est sans cesse menacée, c'est le pentathlon moderne, parce que c'est un peu ancien, c'est pas très spectaculaire. Et puis, il y a très peu de pratiquants, en fait. Mais c'est une épreuve créée par Coubertin lui-même, donc c'est un peu compliqué. Et la lutte avait failli être exclue des Jeux. Et là, il y a une alliance géopolitique assez curieuse entre Iraniens et Américains pour protéger la lutte, qui est un sport auquel ils sont très attachés. Et ils ont dépassé leur opposition géopolitique pour que la lutte reste au programme des Jeux. Là, ce qui est menacé, c'est la boxe, mais c'est pour des questions de gestion de la Fédération nationale de boxe, qui est contrôlé par les Russes et dans lequel, disons, les règles de transparence, d'équité sont un peu sous-évaluées. François Morinière, sur la diversité des sports, sur les choix qui sont faits en la matière. Je trouve que c'est quand même en général des choix assez raisonnables. Par exemple, alors Gérard a parlé des sports mécaniques, effectivement, qui sont exclus, mais il y a d'autres grands sports qui sont revenus dans le Giro olympique. Je pense au golf, qui a été remis, qui était au début aux Jeux olympiques de 1900, et puis qui était sorti et qui est revenu à Rio en 2016. Voilà, donc c'est un sport qui est revenu, qui a quand même une belle aura, puis c'est un sport avec bien sûr beaucoup de joueurs professionnels. Et il y a le rugby. Alors le rugby, c'est aussi un cas intéressant parce que le rugby avait été un sport olympique, puis a disparu, et puis est revenu dans une formule un peu différente, qui est le rugby à 7. Donc pour ceux qui suivent le rugby, donc ils connaissent. Pour les autres, le rugby, ça se joue à 15 joueurs, et donc c'est un rugby à 7 qui est beaucoup plus court, beaucoup plus spectaculaire, et qui sera aux Jeux Olympiques de Paris. Et puis l'autre point dont on peut parler, c'est quand même souvent la parité des épreuves, puisqu'il y a des épreuves de rugby à 7 pour les femmes, pour les hommes, le golf féminin, masculin, donc beaucoup d'épreuves qui sont déclinées pour les hommes et pour les femmes, puis les exceptions de sports totalement mixtes, et je pense bien sûr à l'équitation, où c'est un sport, des épreuves où femmes et hommes participent à la même épreuve pour gagner la médaille olympique. C'est le seul sport dans ce cas-là, justement, l'équitation? Je pense. Je parle sous le contrôle de Pascal ou Oui. Gérard, qui sont plus érudits. Disons que pour la première fois cette année, il y aura autant de sportifs que de sportifs. Il y aura une parité totale entre le nombre d'athlètes, parce qu'on limite le nombre d'athlètes, sinon on ne pourrait pas accueillir au village olympique et dans les compétitions. Donc il y a une jauge qui est environ à 11 000 sportifs. Et là, pour la première fois des Jeux, ça sera totalement paritaire. Il y aura autant de femmes que d'hommes qui vont participer aux Jeux. C'est quand même un point... C'est le seul sport comme ça, l'équitation. Ouais. C'est l'équitation, le seul sport où les femmes et hommes participent ça, évidemment, à la même épreuve. Ça change beaucoup de l'Antiquité. Quand on dit aujourd'hui qu'il y a autant de femmes que d'hommes qui participent... Sous l'Antiquité, c'était exclusivement masculin. Oui, et les femmes étaient même exclues des spectatrices. Oui. Enfin, il n'y a pas de spectatrices. Oui, bien sûr. Enfin bon, c'était... Qu'y a-t-il à attendre du point de vue des sportifs français? Quels sont les grands noms qui vont émerger peut-être de ces Jeux Olympiques? Qu'est-ce que ça représente en fait pour la France en termes d'image sportive aussi? Parce qu'à Boniface, Gérard Egenès, François Morinière, Gérard. Oui, alors évidemment, c'est important. On a bien compris que au-delà de la qualité de l'organisation, les résultats sont importants. C'est-à-dire que tous les efforts qui sont faits seront analysés aussi à l'aune du nombre de médailles qui vont être remportées. Ça a toujours été le cas, mais c'est encore plus le cas quand vous organisez. Évidemment. Donc, même les autorités politiques misent et espèrent en tout cas qu'il y aura un grand nombre de médailles. Le record de nombre de médailles jamais gagné par des sportifs français. Et ce qui est intéressant, c'est de voir cette fascination des Jeux Olympiques,
c'est que des joueurs qui, a priori, des sportifs qui n'étaient pas destinés à participer aux Jeux Olympiques, ne cessent d'exprimer leur amour des Jeux Olympiques. Alors, par exemple, Antoine Dupont, qui est le meilleur joueur de rugby au monde, enfin, disons ça, allez, oui, c'est l'un des meilleurs, en tout cas, et c'est le plus grand joueur français, va participer, c'est-à-dire qu'il change de sport, il passe au rugby à 7, alors c'est le même sport qui ne se joue pas de la même façon. Kylian Mbappé a toujours exprimé son amour des Jeux. Alors effectivement, il y a 40 ans, il n'aurait pas pu faire les Jeux Olympiques, puisqu'il n'aurait pas eu le droit par son statut de sportif professionnel. Ça, c'était l'époque d'Avery Brundage, le président du CIO, avec lequel il n'était pas question de sortir de cette ligne-là. Des sportifs étaient exclus pour fait de professionnalisme, exclus des Jeux Olympiques. Et donc, ça donne du sens quand même de voir que des sportifs qui, à la limite, on pourrait dire, n'ont pas besoin de ça. Ils n'ont pas besoin de ça, ils font les plus belles compétitions mondiales, ils ont les plus hauts salaires qui puissent exister dans leur sport. Eh ben, ils veulent participer aux Jeux Olympiques. Donc ça a du sens pour la France. Après, il faut aussi des héros. Il faut des héros. Et pour moi, je pense que le héros français des Jeux Olympiques se prénomme Léon et se nomme Marchand. C'est un nageur. C'est un nageur. Alors tout le monde ne le connaît peut-être pas encore. Bien sûr, les spécialistes de sport le connaissent parce qu'il a déjà gagné beaucoup de médailles d'or aux championnats d'Europe, aux championnats du monde. Et la natation est un sport particulier. Ça fait partie de ces quelques sports qui permettent à un seul sportif de gagner beaucoup de médailles d'or. C'est le cas de la gymnastique, par exemple, où il y a beaucoup d'épreuves. Alors, c'est arrivé qu'il y ait eu 5-6 médailles d'or. L'américaine Bills, actuellement, a déjà gagné beaucoup de médailles d'or. Il y a plus d'occasions d'en gagner parce qu'il y a plus d'épreuves. Et bien sûr, parce qu'il y a plus d'épreuves. Donc, le Marchand, il va nager le 100 mètres comme ci, le 200 mètres 4 nages comme ça. Et alors lui, il est tombé dans l'eau quand il était petit, puisque ses parents sont d'anciens champions des nageurs, anciens champions de natation. Et voilà. Et alors, il est sympathique, il a une bonne gueule. Et voilà, moi j'imagine. Donc Léo Marchand sera peut-être le visage de la France pour les Jeux. Mais ça, c'est important qu'il y ait des héros. De votre côté, oui, il y a aussi, il y a tous les sports collectifs dont la France a des masculins comme féminins, où la France a de bonnes chances de médailles. Il y a bien sûr Teddy Riner qui pourrait remporter une 4e médaille d'or. Et puis, il y a peut-être les inconnus qui font la surprise, etc. Mais vous parliez du statut. C'est très important en termes d'image. Bien sûr, le fait qu'on ait beaucoup de médailles d'or ou pas ne va pas changer le statut de notre économie, de notre armée, etc. Mais en termes d'image, quand vous allez à l'étranger, si vous avez des sportifs qui ont fait des exploits, vous êtes mieux reçus. On vous regarde avec un œil un peu attention. Et on raconte avec Tommy dans la bande dessinée Un monde de jeu, De Gaulle n'était pas un fan de sport. Mais quand à Rome, en 1960, il y a un bilan catastrophique pour la France de 5 médailles, dont aucune d'or, De Gaulle dit c'est pas possible que moi je revienne au pouvoir en France pour restaurer le statut de la France et qu'on ait un statut aussi minable. Et donc il va créer l'INSEP, il va prendre des décisions pour que la France brille de nouveau sur le monde sportif. Donc ce qu'on appelle la puissance 12, le soft power, en géopolitique c'est extrêmement important, c'est l'image d'un pays. Et si vous avez des sportifs qui réussissent, ça donne l'image d'un pays qui est dynamique, qui est en forme lui aussi. Donc, en fait, il y a une sorte de décalage entre la forme d'un pays et la forme de ses sportifs. Il y a une injonction réelle, là, de ce point de vue, de réussir sur ce terrain sportif. Je peux vous dire que tous les présidents, alors on dit souvent, d'ailleurs, c'est un Pontozin de dire « Ah, les pays dictatoriaux mettent le sport en avant pour faire passer le régime », mais tous les pouvoirs, mais dans les pays démocratiques comme dans les pays autoritaires, c'est pareil. Chaque dirigeant se dit « Chouette, 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 si j'ai les sportifs qui réussissent, c'est bon pour ma cote de popularité et c'est bon pour mon image internationale ». Léon Marchand pour Gérard Jeunesse. Pour vous, Pascal Boniface, il y a un nom ou déjà qui émerge? Oui, Léon Marchand, parce que comme l'a dit Gérard, c'est qu'il peut remporter beaucoup de médailles. Il y a les raccords de Michael Phelps et puis les jeunes. Il fera aussi les prochains Jeux de Los Angeles. Donc il peut aller avec cela. Bon, il y a nos deux pongistes aussi, les deux frères qui peuvent créer la surprise aussi. Puis il y a des gens qu'on n'attend pas et qui vont se révéler. Et puis il y a des gens qu'on attend qui vont échouer. C'est ça aussi. Heureusement, le palmarès n'est pas fait à l'avance. C'est ça qui est formidable, c'est qu'on ne sait pas à l'avance qui va gagner. François Morinière, sur ce point. La bonne nouvelle, c'est que dans la chronologie des JO, les épreuves qui sont plutôt dans la première semaine nous sont favorables. Donc Gérard a parlé de Léon Marchand, c'est le cas aussi en général de l'escrime et du judo qui commence au début, où on a généralement beaucoup de médailles. Et donc c'est bien parce que ça va créer une dynamique positive où les médias vont dire ça y est, on a déjà 12, 15, 30, 20 médailles, ça va être formidable, etc. Donc ça c'est une bonne nouvelle. L'angle mort, c'est l'athlétisme parce que généralement on perd des places au classement en deuxième partie de JO. Et là ça s'annonce aussi de manière assez négative parce qu'on a eu
des derniers championnats d'Europe ou du monde ont été extrêmement décevants pour les Français. Donc voilà, la deuxième semaine risque d'être un peu moins euphorique parce que là, en athlétisme, on est un peu faible. Donc, mais encore une fois, le début va être a priori très positif, je pense, en termes de nombre de médailles, et donc ça va créer une dynamique, d'un enthousiasme, un engouement, voilà. Et puis il y aura toujours le sportif inconnu, la belle histoire, probablement que même les experts n'ont pas vu, qui va être le coup de cœur de tout le monde, parce La que voilà, révélation. voilà exactement. Et là aussi, ça va être certainement, voilà. Et puis moi, bien sûr, une pensée particulière pour Teddy Riner, parce que voilà, c'est un garçon exceptionnel que j'avais eu la chance de voir quand je travaillais à l'équipe, et voilà, qui est dans un grade très particulier, et qui est un symbole de la France très fort. Alors, si la France est plutôt bonne dans les sports individuels, hein, tels que ceux que vous avez mentionnés, la natation par exemple, les sports collectifs, donc on attend de voir, même s'il y a Antoine Dupont. Quand on parle de l'athlétisme, c'est quand même important parce qu'on a l'impression que c'est le sport le plus représentatif quand même, ou l'un des sports les plus représentatifs, avec toutes les disciplines qui le composent, de ces Jeux Olympiques. Et donc, si on n'est pas très très bon, ça risque peut-être, non, Pascal Boniface, de nous faire passer un petit peu disons son plan. qu'on va se débrouiller pour parler de ce qui marche et pas de ce qui marche pas, comme mais toujours. C'est difficile parce qu'il y a bon. beaucoup d'images de l'athlétisme. C'est l'image effectivement des sports antiques. C'est vraiment c'est le sport premier, c'est la matrice des JO. Et pour des raisons liées à la société, liées aussi à la place du sport à l'école, etc., l'athlétisme marche moins bien. Et on a Kevin Meyer, mais qui a du mal à réussir les minimaux en décathlon. Mais on a moins, l'époque de Guy Drut est un peu tombée et il n'y a plus de Jazzy, etc., ni encore moins de Mimoun. Mais donc, je veux dire, l'avantage des Jeux, c'est qu'il y a tellement de sports que chacun fait son marché là où il peut. Et on parlait tout à l'heure des 206 nations qui vont en présenter, chacun a des objectifs qui sont à la hauteur de ses ambitions. Et pour certains pays, le fait d'avoir un finaliste, un national en finale d'une épreuve suffit à faire le bonheur de toute la population. Donc, je veux dire, chacun peut Quelles sont les ambitions françaises, en fait, en termes de médailles ? Alors il y avait l'ancienne ministre des Sports a dit il nous faut 70 médailles, mais c'est facile de dire comme cela. Il ne faut pas que le pouvoir politique fixe des objectifs de médailles, surtout quand on mégote sur les crédits accordés au sport, etc. Donc voilà, laissons les sportifs faire leur préparation. Et on verra, disons qu'il y a plutôt un étalonnage par rapport aux précédents Jeux. On essaye plutôt d'être à la hauteur de ce qui s'est fait auparavant. Alors, il y a des Jeux qui sont très bien passés, c'est à Rio, à Tokyo, c'est un peu moins bien marché. Et là, quand on est à Paris, c'est vrai que la Chine a très bien marché en 2008. L'Angleterre a très bien marché en 2012, qui était chez eux, et qui, eux, les Anglais, de façon très intelligente, avaient misé sur des sports où il y a beaucoup de médailles et assez peu de compétiteurs. Et donc, ils avaient fléché des crédits exprès pour qu'au final, sur le tableau, ça soit très bien présenté. Est-ce que justement, François Morigny, on flèche les crédits ? Est-ce qu'on fait ça, nous ? Il y a une bonne nouvelle, puisque les Russes ne sont pas là, donc ça fait plus de médailles pour les autres. Et il y a aussi ça, on élimine un peu un concurrent quand même. Est-ce que, François, est-ce qu'on flèche un petit peu les crédits, les efforts vers ce qui permet d'obtenir des médailles ? Est-ce qu'on ressent ça ? Ce que vient de dire Pascal est assez significatif par rapport à la stratégie des Anglais, notamment on se souvient sur le cyclisme, où ils avaient fait une razzia incroyable de médailles à l'époque. Je parle sous le contrôle de mes deux amis, mais je crois que nous, on n'a pas fait ça du tout. Donc, je dirais, on n'a pas... voilà. Il n'y a pas d'opportunisme chez nous. Comme vous disiez, Louis, l'athlétisme est un énorme pourvoyeur de médailles. On a su en 2016, oui, 2016 qu'on allait organiser les JO, 16, je pense, 17, je ne sais plus. 17. On avait quand même le temps d'essayer de faire des choses. Bon, voilà, 7 ans après, on ne sera pas en position de rafler beaucoup de médailles en athlétisme. Donc, je pense que voilà, les grands sports ont continué à avancer dans la bonne direction. D'autres sports n'ont pas réussi à faire le trou. Je ne crois pas malheureusement que cette stratégie elle ait été mise en place. Voilà. Après, les grands sports collectifs seront au rendez-vous. Le handball, probablement le basket, féminin, masculin, peut-être le volley. Voilà. Donc, je ne crois pas qu'il y aura une cartographie de médailles très différente des 25 dernières années, des 30 dernières Olympiades. Alors, la natation va revenir au premier plan, mais rappelons-nous qu'on avait quand même eu des champions exceptionnels en natation dans les années 2000-2010. Donc, ça a toujours été quand même un sport costaud en termes de source de médailles. Hein. Voilà, c'est un trait particulier de la France qui est quand même une bonne nation de natation. J'ai l'impression qu'on va être encore meilleur là où on est et assez mauvais là où on est mauvais, si vous voulez. Hein. Et ça, donc, ça va peut-être... alors, hormis les révélations qui peuvent évidemment, et il y en aura certainement... Voilà, enfin bon, en athlétisme,
c'est assez rare que les athlètes avec des minima, Ouais. etc., tout d'un coup se révèlent. Enfin, c'est assez rare que ça soit chamboulé dans les médailles, vous voyez. Hmm. L'athlétisme est le sport où la concurrence est la plus féroce. Donc, c'est difficile. Et puis en France, on n'a pas d'usine à champions comme ça peut exister dans certains pays. Donc, Allez, pas d'usine à champions, mais on verra quand même ce qui se passe. Merci beaucoup à tous les trois. Merci Pascal Boniface qui publie Un monde de jeu avec le dessinateur Tommy. C'est aux éditions Duno. Vous présidez l'Iris. Merci à François Morinière et à Gérard Regenès qui ont tous les deux signé dans l'équipe. Merci beaucoup à tous les trois pour cette spéciale JO et on se retrouve bientôt peut-être pour en parler début juillet.